du processus de désenclavement du pays, le président de la République a lancé ce matin les travaux de bitumage de la route Banamba-Touba, 13 km 530 mètres pour un coût de réalisation de plus de 2 milliards de francs CFA. 10 décembre 2011, 16e édition de l'espace d'interpellation démocratique. Sur la table, une vingtaine de requêtes. La séance qui vient de s'achever était présidée par le chef du gouvernement. L'épouse du chef de l'État qui a bouclé hier une visite de 48 heures au Niger sur invitation de son homologue Issoufou Aïssata, Mme Touré Lobo-Traoré, a pris part à l'ouverture de la 7e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme. Voilà donc pour les titres de cette édition, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue. C'est parti ce matin pour la construction de la route Banamba-Touba. Le coup d'envoi a été donné par le président de la République, Amadou Toumani Touré. Le tronçon long de 13 km 530 mètres va coûter plus de 2 milliards 39 millions de francs CFA pour une durée d'exécution de 12 mois. Une route qui ouvre la voie à l'essor économique de la zone. Mahamadou Doumbia. En lançant les travaux de la route Banamba-Touba, longue de 13 km et demi pour un coût de plus de 2 milliards 39 millions de francs CFA, le président de la République, Amadou Toumani Touré, vient de respecter une promesse. Au cours de ce lancement, le maire de la commune, au nom des populations, n'a pas manqué de remercier le chef de l'État et de rappeler l'état d'un autre tronçon, Strakorola-Touba, aussi impraticable durant l'hivernage. La réalisation de cet axe favorisera le développement socio-économique de la ville de Touba. Les travaux de bitumage de la route Banamba-Touba, longue de 13 km 500, s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du volet infrastructure routière du projet pour le développement économique et social. Cette route aura les caractéristiques suivantes. Une vitesse de référence de 80 km à l'heure, une largeur de plateforme de 10 mètres, une largeur de chaussée de 7 mètres et 2 accotements de 2 fois 1,50 m. Le marché de travaux est attribué à l'entreprise CITAC SA pour un montant toute taxe comprise de 2 milliards 39 millions 350 000 francs CFA et un délai d'exécution de 12 mois. Ces diverses réalisations ont coûté à la République du Mali plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Nous, population de Banamba, saurons, Inch'Allah, nous en montrer dignes. Nous vous sommes infiniment et éternellement redevables de ces bienfaits et ne serons jamais ingrats à votre égard. Cela, ajouté à la prix d'électricité par l'AMADER déjà et par l'EDM, comme le maire l'a si bien demandé bientôt, et au schéma d'aménagement et d'urbanisme que vous avez bien voulu nous octroyer, fera que toutes les conditions du développement local seront réunies ici. Une fois de plus, le président de la République a souligné les efforts entrepris par les ressortissants du cercle de Banamba qui ne ménagent aucun effort pour l'essor socio-économique de cette localité. Nous avons entrepris, dans le cadre du désenclavement local, la route Koulikoro-Banamba. C'était une revendication, sinon une doléance ancienne, très ancienne. Depuis, comme l'a si bien dit le député Silla, depuis le début de leur association, c'était un vœu qu'ils ont soumis pratiquement à tous nos différents gouvernements. Je pense que pendant la campagne électorale, à ma visite ici, certaines de ces préoccupations comme celle-là m'ont été soumises. Alors j'ai pris l'engagement qu'après avoir fait la route Koulikoro-Banamba, nous allons faire le branchement de la route Banamba-Touba. Donc c'est dans le cadre de la concrétisation, dans le cadre de l'engagement de ces travaux, le lancement des travaux, comme on le dit communément, que je suis venu aujourd'hui avec une délégation du gouvernement dans le ministre de l'équipement, aussi bien que tous, nous sommes venus pour, avec ce geste aussi simple, consacrer le lancement des travaux de cette route. Au cours de ce lancement, il a été aussi question d'élections législatives, présidentielles et de révisions constitutionnelles prévues en 2012. J'ai cru aujourd'hui qu'il était nécessaire, après que le maire ait évoqué une préoccupation qui est la préoccupation de notre pays, c'est de remettre tout le monde à un même niveau d'information. Parce que j'avoue qu'il y a un peu de désinformation, surinformation, si je peux inventer ce terme, dans certains points. Donc il était nécessaire qu'en Bambara, j'explique à nos populations, une situation existe, elle a toujours existé. Peut-être qu'avec la crise libyenne, la préoccupation s'est tellement accrue. Mais je pense que la solution, on la cherche.
sur la voie pacifique. Et sur d'autres voies également, si nécessité en était. Mais je pense que la voie pacifique et la voie politique peut aider à trouver une solution. Déjà, je pense que je suis à l'entame d'une solution pour certains problèmes essentiels. Mais par contre, je ne manquerai jamais de condamner fermement et de la manière la plus ferme, dirais-je encore, pour insister, que le Mali ne peut pas accepter ni admettre des prises d'otages, des touristes venant chez nous rendre visite, que d'autres viennent les prendre pour des besoins je ne sais quoi. Je dis que cela ne peut que le condamner et nous ne pouvons pas l'accepter ni l'admettre. Le financement de ces travaux est supporté par le budget national sur les recettes de la vente de 51% des actifs de la Sotelma. 16e édition de l'espace d'interpellation démocratique. La séance vient juste de s'achever après une journée intense marquée par plusieurs interpellations, 87 dossiers au total qui impliquent plusieurs départements ministériels et parmi les sujets évoqués, la santé, l'aménagement urbain ou encore l'assainissement. Notre reporter Amadou Sankaré revient sur cette séance de questions-réponses. Au compteur de cette 16e édition de l'espace d'interpellation démocratique, sur les 96 dossiers reçus, 86 ont été examinés et 33 ont fait l'objet de rejet. Au total, 13 départements ministériels sont concernés par ces interpellations. À la lecture de ces différents dossiers, des préoccupations ayant trait à la santé, à l'éducation, à l'assainissement, à l'aménagement urbain et surtout aux fonciers ont été abordées. Je parle au nom de l'association pour le développement et la solidarité entre les habitants de la cité Mali Univers Sotiba. Comment admettre un seul instant qu'un opérateur économique, quel qu'il soit, puisse, en dépit de la réponse solennelle du gouvernement de la République du Mali lors de la 15e édition de l'EID et au mépris des populations riveraines, construire une usine de détergents dans une zone d'habitation peuplée de plus de 1500 habitants au moment où de gros efforts sont consentis par l'État pour la création de nouvelles zones industrielles. Nous tenons à réaffirmer notre opposition à l'implantation de tout édifice industriel, usine, entrepôt, etc. au milieu de nos deux cités. À partir du moment où votre dossier se trouve au niveau de la justice, il y a eu un premier arrêt. Si vous n'êtes pas d'accord, il serait sage, à mon avis, d'interdire appel et de laisser maintenant la justice ou le dossier suivre son cours. Je ne pense pas que l'EID puisse décider. L'EID peut faire des recommandations, bien sûr, mais décider à la place de la justice, je ne sais pas, je ne suis pas juge en la matière. Monsieur le ministre, lors du dernier espace d'interpellation démocratique, le 10 décembre dernier, vous avez solennellement pris l'engagement de rembourser les sociétaires de Djameni ayant leur épargne bloquée dans cette structure de microfinance. Depuis cette date, jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucun remboursement n'a été fait au niveau des caisses Djameni. Les retraits ont commencé à partir de novembre 2011 et les retraits vont se poursuivre à tous les niveaux. À ce jour, nous sommes à 3353 retraits. Donc je demande aux interpellants d'aller voir leur caisse par rapport au paiement. Après les différentes réponses apportées par les membres du gouvernement aux différentes préoccupations, le jury de 9 membres s'est retiré pour formuler des recommandations de cette 16e édition de l'espace d'interpellation démocratique. La 16e édition de l'espace d'interpellation démocratique aura été d'une utilité incontestable. C'est ce qu'a martelé le Premier ministre Cissé Mariam Kaïdama Sidibé qui vient juste de procéder à la clôture de l'EID 2011. En attendant les papiers complets de nos différents reporters sur la cérémonie de clôture, nous vous proposons ici un extrait de l'intervention du Premier ministre qui égrène un chapelet de motifs de satisfaction. Veuillez vous asseoir, mesdames et messieurs. La qualité des échanges faits au cours de cette 16e édition, le sérieux et l'application avec lesquels les différents départements ministériels ont étudié les réclamations et les griefs formulés par les citoyens constituent pour nous de réels motifs de satisfaction. La mise en place d'une administration qui rend compte de la gestion des affaires publiques à tous les niveaux, l'instauration des règles et principes de bonne gouvernance,
et notamment d'institutions de contrôle, sont des éléments fondamentaux de tout système démocratique digne de ce nom. Dans ce cadre, l'EID constitue à la fois une réponse pertinente et une construction originale de notre peuple. Il est aussi un instrument efficace de promotion et de protection des droits de l'homme et enfin une tribune d'expression populaire où, une fois l'an, les gouvernants ont l'humilité de se soumettre à l'exercice démocratique en rendant compte de leur gestion aux citoyens. Cette 16e édition d'interpellation a été d'une utilité incontestable. Elle a permis, en effet, aux citoyens victimes des violations des droits de la part de l'administration ou des dysfonctionnements des services publics de demander publiquement des comptes aux premiers responsables concernés, tout en donnant la possibilité, avec les réponses des ministres, d'avoir des éclairages sur le bien fondé ou non des interpellations. Le choix du gouvernement, tout à l'heure à la clôture de l'EID 2011, le Premier ministre Cissé Mariam Kaïdama Sidibé, qui a donc ouvert les travaux de cette tribune de libre expression, a également procédé à l'inauguration de stands d'exposition des produits artisanaux confectionnés par des détenus. Le jury d'honneur de la 16e édition de l'EID était présidé par l'avocat Maître Moustapha Cissé, président d'honneur de l'Association malienne des droits de l'homme. Un reportage de Moïse Traoré. Comme à l'accoutumée, il est revenu au premier responsable de la justice de présenter le bilan de la 15e édition qui avait écouté 18 interpellations sur 88 dossiers reçus. Les recommandations portaient sur 11 points. Par rapport à la sécurité des biens et des personnes, le ministre fait l'inventaire des initiatives et actions de lutte contre le terrorisme dans la bande sahélienne. Dans le but d'assainir les procédures de création et d'attribution des titres fonciers, le gouvernement a organisé les états généraux sur le foncier du 7 au 11 novembre 2011. Il avait également été question des centres de détention et maisons d'arrêt où l'effectif est pléthorique. Des initiatives ont été prises dans le domaine de l'amélioration de la ration alimentaire des détenus, de même qu'en ce qui concerne les questions de santé et d'hygiène au sein des prisons. En effet, l'arrêté numéro 2011-2396 MJSG du 17 juin 2011 fixe désormais le régime alimentaire des accusés, prévenus, condamnés ou personnes soumises à contrainte par corps. Quant à l'initiative médicaments, elle est en cours et vise à doter les établissements pénitentiaires des médicaments pour les pathologies les plus fréquentes. Il y a lieu de noter que les services centraux du ministère de la Justice ont entamé depuis juillet une mission de contrôle au niveau des juridictions et des maisons d'arrêt du ressort de la Cour d'appel de Bamako, afin de corriger les dysfonctionnements constatés tout en indiquant les solutions. Une dizaine d'organisations et d'associations de défense des droits de l'homme sont succédées pour apprécier les avancées constatées. À marge de l'EID, la semaine du détenu a pour but de préparer la réinsertion socio-économique du détenu et d'humaniser les conditions de détention. Les stands qui présentent des produits et des articles confectionnés par les pensionnaires sont inaugurés par le chef du gouvernement qui en profite pour faire un don d'1 million pour nos compatriotes en privation de liberté. Je lance un appel à tous les participants à cette session de payer ces produits qui sont exposés ici pour les aider à avoir un peu de revenus pour améliorer leurs conditions. Je pense que c'est très positif, c'est bon. Les jeunes, j'ai vu qu'il y a des jeunes qui sont là, qui font de beaux tableaux, qui font des objets qui peuvent être achetés par les Maliens pour aider leurs frères en difficulté. Et pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls, que nous les accompagnons par nos conseils, par notre soutien, pour qu'ils s'améliorent et qu'ils puissent se reprendre et s'insérer dans la vie sociale et économique de notre pays. L'exposition va se poursuivre au Carrefour des Jeunes. Enfin, pour des raisons d'efficacité, l'organisation et le suivi de l'espace d'interpellation démocratique seront confiés au médiateur de la République.
L'épouse du chef de l'État Touré, Lobo Traoré, vient de boucler une visite de 48 heures au Niger. C'était sur invitation de son homologue du Niger, Issoufou Aïssata à Niamey. Madame Touré a pris part à l'ouverture de la 7e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFEM qui se poursuivra jusqu'au 18 décembre prochain. Le compte rendu de nos envois spéciaux à Niamey, Sabassi Soko et Abdul Salam Bambara. Le Salon international de la femme, le SAFEM de Niamey, c'est le rendez-vous de la culture, de l'artisanat, du savoir-faire féminin. Un salon qui réunit tous les ans plus de 20 pays du continent, près de 700 exposants dont plus de la moitié sont des femmes, avec un chiffre d'affaires qui avoisine les 970 millions CFA selon les résultats de la précédente édition. C'est à ce salon que l'épouse du chef de l'État a été invitée par son homologue du Niger. Avec elle, les premières dames de Guinée, du Nigeria et les représentants d'autres pays africains. La délégation malienne était composée du ministre de l'Artisanat et du Tourisme, du député de Bourem et de quelques membres du cabinet de la première dame. L'honneur a été fait à Mme Touré de procéder au lancement de l'édition 2011 par cette coupure de ruban du site du SAFEM. Mme Touré Lobo Traoré a ainsi pu apprécier l'artisanat nigérien et d'ailleurs conçu dans les règles de l'art. J'ai été émerveillée par la diversité des produits locaux entièrement fabriqués par les femmes. Je les en félicite et les encourage à persévérer sur cette voie. Le SAFEM constitue un facteur de développement car il offre des opportunités à tous ceux qui y participent, plus particulièrement aux femmes. N'oublions pas également que la culture reste le miroir de tout pays. Et je constate avec bonheur que le Niger a su sauvegarder ses valeurs culturelles. L'artisanat, facteur d'autonomisation des femmes africaines, est le thème de cette 7e édition du SAFEM, élément essentiel dans le développement économique, social et culturel pour le Niger et les pays participants, dont le Mali. Il est aussi un facteur générateur de revenus pour les femmes. C'est pourquoi la première dame du Niger, marraine de cette édition 2011, entend s'investir dans la promotion du SAFEM qui met en exergue le travail et la créativité de ces femmes souvent méconnues et marginalisées. Mon vœu le plus cher est que le SAFEM devienne une référence et un modèle continental de réussite afin de conforter les acteurs du secteur de l'artisanat dans la conviction qu'avec l'abnégation et la persévérance nécessaires, ils parviendront au succès escompté. Le ministre de l'Artisanat et du Tourisme du Mali a aussi salué l'initiative, le courage et la détermination des femmes, celles-là même qui font de belles choses à partir de presque rien. Vous savez, l'artisanat occupe une place très importante au niveau du JAR, de ce qu'on appelle le JAR, dans tous les pays d'Afrique. Ceux qui pratiquent l'artisanat aujourd'hui, les 80% c'est des femmes. Et qu'on dédie un salon tout entier à la femme, pour la femme, je crois que c'est à l'honneur des femmes. Les épouses des chefs d'État ont aussi procédé à la pose de la première pierre du site qui servira désormais de lieu d'exposition du SAFEM. Journée d'échange et d'information avec les parlementaires sur la campagne Tous et chacun pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile au Mali. Il s'agissait de partager avec les députés les résultats attendus et les amener à s'impliquer davantage dans cette lutte. Salimata Ndao. Au Mali, des efforts supplémentaires doivent être consentis pour les objectifs du millénaire pour le développement relatifs à la santé. Ainsi, le Mali s'est joint à 20 autres pays pour mettre en œuvre la campagne Tous et Chacun, une politique qui s'étendra de 2011 à 2015 et qui a pour objectif de réduire conséquemment la mortalité maternelle, infantile et néonatale. Les partenaires de Tous et Chacun, avec à leur tête le ministère de la Santé, ont rencontré les honorables députés. Le but est de partager avec eux les résultats attendus de la campagne et de les amener à s'engager davantage dans cette lutte. La lutte contre la mortalité maternelle, infantile et des nouveau-nés n'est pas seulement une affaire des autorités, une affaire des prestataires de services de santé. C'est une affaire de toute la communauté, de tout le pays. Nous avons organisé cette rencontre avec les parlementaires pour que nos efforts de réduction de la mortalité maternelle néonatale
et la mortalité des enfants puisse être accompagnée en termes de mobilisation sociale autour de ces programmes prioritaires. Tous et chacun interpellent chaque individu à contribuer à l'atteinte des OMD 4, 5 et 6. Et les parlementaires se sentent concernés. Pour l'atteinte des objectifs de la campagne, tous et chacun, et plus généralement pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile au Mali, les élus de la nation que nous sommes avons un rôle déterminant à jouer. Il n'y a pas de développement ou d'épanouissement sans une bonne santé. On ne peut pas parler aussi d'avenir si nous ne préservons pas la vie de nos enfants ainsi que de leurs mamans. Dans les 4 années qui suivent, la campagne Tous Chacun réalisera des émissions télé et radio, organisera des concours, jeux, concerts et bien d'autres activités pour faire passer le message à tous les niveaux et dans toutes les régions du Mali. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Soumeilou Boubé Maïga et ses homologues du Niger et de l'Algérie ont eu une séance de travail à Bruxelles avec les représentants de la Task Force de l'Union européenne pour le Sahel, la haute représentante de l'Union européenne, Mme Ashton, et les commissaires chargés du développement et de l'aide humanitaire. À l'issue des rencontres, les partenaires de l'Union européenne ont réaffirmé leur engagement aux côtés des pays du champ, Mali, Mauritanie, Niger et Algérie, dans leurs efforts de sécurité et de développement. Depuis Bruxelles, une correspondance de Fatima Diallo. En procédant à la coupe de tiges de canne à sucre à Siribala, le ministre de l'Industrie, des Investissements et du Commerce lance ainsi la campagne 2011-2012 de Soukala SA. Pour cette campagne, l'unité industrielle compte produire 35 000 tonnes de sucre, dont 3 840 tonnes sont déjà disponibles. En marge de cette activité, Mme Sangaré Nyamatouba et sa délégation ont visité l'usine de Dougabougou et les installations de la nouvelle unité sucrière Nsoukala. Ici, les travaux sont exécutés à près de 90% et les premiers sacs seront disponibles sur les marchés à partir du mois d'avril prochain. Toutes choses qui permettront en partie de couvrir les besoins des consommateurs maliens en matière de sucre. Le gouvernement s'est engagé de façon irréversible pour la transformation de la production nationale. Et vous savez, chaque année, nous importons au minimum 100 000 tonnes de sucre, parce que Soukala, pour le moment, ne fait que 35 000, 36 000 tonnes par an. Et donc, il y a un Soukala que nous venons de visiter, et qui est une nouvelle sucrerie qui va commencer sa production à partir du mois d'avril. On aura le premier sac de sucre. Et donc, cette production va permettre, pas de couvrir tous les besoins du Mali, qui sont estimés aujourd'hui à 150 000 tonnes à peu près, mais avec en période de croisière, Soukala et Nsoukala, les deux vont faire à peu près 130 000. Vous savez qu'il y a un autre projet sucrier, le projet sucrier de Markala, aussi qui est en cours. Et là aussi, le dossier avance très bien. Et notre objectif, c'est vraiment de ne plus importer le sucre, parce qu'on peut mettre 30 milliards par an, c'est beaucoup, ça fait des sorties de devises. Madame le ministre a mis son séjour ségovien à profit pour visiter quelques unités industrielles, notamment la Comatex SA et le Centre de recherche et de formation pour l'industrie textile Serfitex. Le ministre a rencontré les responsables et les travailleurs des entreprises visitées et a réitéré l'accompagnement nécessaire de son département pour le développement de ces unités industrielles. Quelques petits problèmes d'aiguillage et toutes nos excuses, vous avez compris, c'était là le coup d'envoi hier à Séribala de la campagne sucrière 2011-2012 de Soukala SA, 35 000 tonnes de sucre qui sont attendus pour cette campagne. Et c'est le ministre de l'Industrie, des Investissements et du Commerce qui est allé lancer l'opération, Madame Sangaré Nyamatoba, qui a également visité sur place quelques unités industrielles. Là-dessus, c'était une correspondance de Kandé Silla. Maintenant, nous allons faire un tour à l'actualité nationale, internationale avec les travaux de la 17e conférence sur les changements climatiques qui se poursuivent à Durban, en Afrique du Sud. Les discussions ont été prolongées jusqu'à ce samedi soir suite aux difficultés à trouver un accord convenable à tous.
À chacun sa position. À Durban, les Africains qui sont les moins pollueurs et qui pourtant paient le lourd tribut du réchauffement climatique ont tenté de parler d'une seule voix pour peser dans la balance. Les négociateurs sont toujours à Durban, en Afrique du Sud. La 17e conférence des Nations Unies sur le climat devait se terminer vendredi, mais elle joue les prolongations pour trouver un accord. Pendant 2 semaines, l'Afrique a bataillé ferme pour faire entendre sa voix. La position du groupe africain est de trouver une solution à ce problème du changement climatique auquel l'Afrique n'a pas contribué en utilisant des armes qui sont des armes objectives, ce que la science recommande et ce que la règle de droit dit. Seul le protocole de Kyoto contraint les pays industrialisés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, mais il se termine en 2012. Durban devait créer un nouvel accord concernant tous les États de la planète. C'est mal parti. À défaut, les pays africains veulent la prolongation de Kyoto. La pérennisation du protocole de Kyoto est cruciale pour l'Afrique. Nous estimons qu'un accord doit être trouvé pour faire entrer le protocole de Kyoto dans une seconde phase. Autre idée chère aux délégations africaines, la création d'un fonds vert, un fonds pour aider les populations qui subissent les changements climatiques. Ce fonds vert, comme il l'appelle, si les riches pays européens veulent vraiment faire quelque chose, je pense que c'est leur seul moyen d'aider le reste de l'humanité. Mais pour l'instant, ce fonds vert reste une coquille vide. Son financement n'est toujours pas défini. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, nous en parlions tantôt, Soumeilou Boubé Maïga et ses homologues du Niger et de l'Algérie ont eu une séance de travail à Bruxelles avec les représentants de la Task Force de l'Union européenne pour le Sahel, la haute représentante de l'Union européenne, Madame Ashton, et les commissaires chargés du développement et de l'aide humanitaire. À l'issue des rencontres, les partenaires de l'Union européenne ont réaffirmé leur engagement aux côtés des pays du champ, le Mali, la Mauritanie, le Niger et l'Algérie dans leurs efforts de sécurité et de développement. Cette fois-ci, Fatim Diallo est en ligne. Le rencontre de Bruxelles se situe dans le cadre du suivi de la rencontre d'Alger où les 4 pays du champ avaient invité la communauté internationale à discuter avec eux des stratégies de sécurité et de développement. Les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Niger et de l'Algérie ont discuté avec les hauts fonctionnaires de la Commission de l'ensemble des sujets qui les préoccupent. Il s'agit notamment de la mise en œuvre de la stratégie Sahel, de la problématique de la sécurité alimentaire et de l'impact de la crise libyenne. Les pays du champ que nous sommes, il y a une volonté commune d'agir ensemble désormais. Je pense que cet élément est très rassurant à la fois sur le plan bilatéral et sur le plan multilatéral. Maintenant, nous sommes confrontés à des questions d'urgence, à des questions de court terme. Et je pense que tous les entretiens que nous avons eus avec les différentes directions, la direction du développement, la direction chargée de l'aide humanitaire, et nous allons dans les jours à venir essayer de travailler sur des projets concrets que nous pourrions leur soumettre. À travers les discussions aussi bien avec la haute représentante de l'UE, Mme Ashton, qu'avec les commissaires Piebalgs et Georgieva, respectivement chargés du développement et de l'aide humanitaire, on note une volonté affichée des partenaires à soutenir les efforts de développement des pays du champ. Nous sommes dans un engagement déjà très pointu. Il est difficile d'être plus convaincu que nous d'être présents. Donc, dans le cadre de ce dialogue avec les 4 pays du champ, plus que dialogue, partenariat, association très étroite, le défi pour les 2 parties, c'est de définir des actions concrètes. Nos stratégies convergent, nous avons les mêmes analyses des problèmes, les mêmes perceptions des menaces, nous savons à peu près ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut concrétiser les actions. Les délégations des pays du champ ont enfin eu un déjeuner de travail avec le coordinateur antiterrorisme. Encore une occasion pour les partenaires de réaffirmer leur engagement aux côtés du Mali, de l'Algérie, du Niger et de la Mauritanie dans leurs efforts de paix et de développement. Les 4 pays se sont encore une fois engagés à renforcer leur coopération. Et nous revenons au Mali, en 5e région. Le président du Parlement allemand était jeudi
Au Pays de Gon, dans cette localité, Norbert Lamer est allé voir certaines réalisations dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'irrigation au Pays de Gon et dans les Dougou. Il s'est également rendu sur certains sites touristiques, parmi lesquels le musée de Ndé, construit avec l'appui de la coopération allemande. Une correspondance de Mamari Koné. Difficile de se rendre dans les cercles de Badjangara, Bankas, Kouro et Douazan sans voir une réalisation du projet d'irrigation de proximité au Pays de Gon et dans les Bélédougou. Après 21 ans d'existence, ce projet a fait beaucoup de merveilles en 5e région. 90 micro-barrages réhabilités, 86 micro-barrages construits, 573 km de pistes réhabilitées, 3 pistes régionales réhabilitées. C'est sur le site du micro-barrage de Anakanda 3 dans la commune rurale de Doukombo que s'est rendu le président du Parlement allemand. D'un coût de plus de 48 millions de francs CFA, ces micro-barrages font le bonheur de 150 exploitants qui y cultivent oignons, patates, tomates et autres. Après la visite de cette infrastructure, le président du Bundestag s'est rendu sur 2 grands sites touristiques du Pays de Gon, dans la commune rurale de Kanibozon, dans le cercle des Bankas. Il s'agit de Ndé, au pied de la falaise. Ici, le musée d'art et d'artisanat construit en 2005, avec l'appui de la coopération allemande, est un centre d'attraction pour les nombreux touristes. À quelques kilomètres de là, plus précisément à Telly, la délégation allemande a pu apprécier l'ancien site du village abandonné il y a 40 ans par la population. Ich bin sehr beeindruckt von der Landschaft und von dieser alten Zivilisation. Nous sommes vraiment très impressionnés à la fois par le paysage, mais aussi par la richesse de la culture ici. Et donc, si nous avons pu contribuer à sauvegarder cette culture, nous sommes très satisfaits. Les collègues maliens nous disent que c'est le cas et nous nous en félicitons beaucoup. Cette visite du président du Parlement allemand au Pays de Gon, l'une des destinations touristiques de notre pays, est une preuve éloquente de l'exemplarité de la coopération Mali-Allemagne. Les Allemands aident beaucoup le Mali. Leur appui est un appui tout à fait amical, humanitaire, parce que les Allemands ne nous font jamais des prêts. Ça aussi, il est important que le peuple malien le sache. Toutes les ressources que les Allemands nous donnent sont données sous forme de subventions. Vous avez visité avec nous un certain nombre de musées qu'ils ont construits, parce que beaucoup d'Allemands sont venus ici. Créé en 1990, le projet d'irrigation au Pays de Gon et dans les Bélédougou vise à améliorer les cadres de vie de la population bénéficiaire par l'utilisation soutenue des infrastructures réalisées, notamment l'accroissement des revenus qui en résultent, afin de contribuer à la réduction de la pauvreté dans les zones d'intervention du projet. Et face au climat d'insécurité dans le nord de notre pays, les maires des 5 communes et les chefs coutumiers des 56 fractions du cercle de Ménaka s'associent et dénoncent les prises d'otages, les assassinats et les braquages. Ce collectif, dans une déclaration commune, se dit déterminé à respecter la constitution du Mali. Il a été également question de la prise en compte des rapatriés de la Libye. Toutes ces doléances continuent dans une déclaration qui a été remise au gouverneur de Gao, le général Mamadou Adama Diallo. Là-dessus, une correspondance de Daouda Zoumana Traoré. Tous les maires et chefs de fraction d'Alata, d'Inaka, d'Anderaboukan, de Tidermen et de Ménaka dénoncent l'insécurité sur toutes ses formes au Mali. Une occasion pour la population venue en grand nombre d'exprimer son mécontentement à l'endroit de ceux qui s'adonnent aux activités malsaines dans leur cercle. Les messages des banderoles et des chansons en sont des illustrations. L'organisation de cette rencontre intercommunautaire a des objectifs bien précis. Monsieur le gouverneur, nous voudrions vous dire, puisque vous représentez ici le chef de l'État, le président de la République du Mali, qu'ici nous voulons signifier notre appartenance à la République du Mali. Ici, nous voulons vous signifier, tous présents, notre attachement à l'intégrité territoriale de la République du Mali. Ici, nous sommes venus vous signifier que nous sommes pour l'unité, la paix et la prospérité du Mali. La déclaration collective faite par les communautés révèle l'engagement des 56 fractions de Ménaka en faveur des actes garantissant la paix et la sérénité de tout un peuple.
Considérant les multiples efforts du gouvernement du Mali pour un développement harmonieux et global du pays, considérant l'aspiration du peuple malien à la paix, à la quiétude et à la cohésion sociale, le collectif des communautés du cercle de Ménaka réaffirme ses positions politiques de 1916 et 1960 par rapport à l'intégrité des frontières nationales. Exprime son soutien indéfectible au président de la République dans sa quête constante d'appui pour lutter contre le banditisme sous toutes ses formes. Rassure l'ensemble du peuple malien de son attachement inaltérable et inaliénable à la patrie de nos ancêtres. S'engage à user de tous les moyens en sa possession pour que le Mali reste un et indivisible, comme pour dire un peuple, un but, une foi. Tour à tour, les chefs coutumiers et religieux et les élus de plusieurs fractions se sont succédés à la tribune pour réaffirmer leur contribution aux activités de développement du pays. D'autres intervenants ont rappelé l'opinion nationale et internationale, les moments chauds de la rébellion de 1990 causant des victimes et plongeant Ménaka dans une situation déplorable. Après ces années de souffrance, les communautés de Ménaka condamnent la haine et les violences et préfèrent se consacrer aux activités de développement en droite ligne de la volonté politique des plus hautes autorités du pays. L'accueil des rapatriés de la Libye se situe dans ce cadre. Ces rapatriés, au nombre de près de 300 personnes, se mettent entièrement à la disposition de leur patrie qu'est le Mali avec tout leur matériel. Nous nous mettons entièrement à la disposition de notre pays, le Mali, dans le but de participer activement aux activités de développement et de défense de l'intégrité. Nous n'avons aucune intention d'utiliser notre savoir-faire et nos armes contre la population au sein de laquelle nous vivons déjà en harmonie. Cependant, nous voulons être insérés dans les activités socio-professionnelles compte tenu de notre situation. Au nom des hautes autorités, le chef de l'exécutif régional a d'abord encouragé et félicité les rapatriés pour leur esprit pacifique, un cheval de bataille du président de la République. La circonstance en ce jour solennel me semble en outre opportune pour adresser à nos compatriotes les vives félicitations du président de la République, son Excellence Amadou Toumani Touré, chef de l'État. Pionnier inlassable pour le retour pacifique et volontaire de tout Malien de par le monde, nous faisons de notre cher pays la plus envieuse patrie de la planète. Ce à travers un mélange culturel et de brassage des communautés dans la paix, la cohésion sociale et la quiétude, conditions sine qua non de tout développement harmonieux souhaité. Le gouverneur et leurs responsables souhaitent l'organisation très prochaine d'une cérémonie de remise de ces matériels aux autorités. Le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile était sur le terrain. Et ces dernières 24 heures, le général Sadio Gassama s'est rendu à Djéné Mopti et au plateau de Gon. C'était pour s'imprégner des mesures sécuritaires qui ont été prises ou qui seront envisagées pour la protection du tourisme. Et l'on apprend qu'à l'issue de cette tournée du ministre Gassama, les circuits du plateau de Gon et tous les autres sites touristiques seront désormais sous surveillance des forces de sécurité. Nos envoyés spéciaux, Daouda Sidiki Diarra et Aboubakar Traoré. Pour une application correcte des mesures prises en vue d'une meilleure sécurisation des sites touristiques au Mali, le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile passe à la vitesse supérieure en se rendant sur le terrain. Ici à Djéné, après avoir visité la mosquée, principale attraction des touristes, ainsi que le site archéologique Djéné-Djono, ou ancienne ville fondée avant Jésus-Christ, qui s'étend sur 33 hectares, le général s'est fait une idée de la situation sécuritaire des différents sites classé par l'UNESCO patrimoine de l'humanité. Nous avons donné des instructions précises pour que le site le plus éloigné de la ville, qui est le site de Djéné-Djono, soit désormais visité sous la surveillance des forces de sécurité, ce qui n'était pas en tout cas pas le passé.
Au plateau d'Ogon, c'est la commune de Sanga avec ses 56 villages qui a accueilli les ministres et sa délégation. Après une visite de courtoisie au Ogon, le général Sadio Gassama s'est rendu sur quelques-uns des 100 circuits touristiques que compte le pays d'Ogon. Ainsi, du tunnel de Sanga, en passant par Banani, Iréli, Amani, la délégation ministérielle a pu découvrir les merveilles des falaises de Badjangara. Ces sites accueillent des milliers de touristes par an. Avec la situation qui prévaut actuellement, ils ont tous renoncé à venir ici, donc des mesures sécuritaires s'imposent pour relever les défis. Le circuit touristique en lui-même, tel que nous l'avons vu, n'a pas de grand danger parce que nous avons beaucoup de montagnes, il n'y a pas vraiment de grandes menaces qui pèsent sur le circuit touristique. Mais vers la fin du circuit, dans la partie qui se trouve vers la plaine, à Banani particulièrement, les informations qui nous ont été données par le préfet et le maire nous imposent de créer rapidement un pôle de sécurité à Banani. Et nous avons donné des instructions pour que la gendarmerie installe immédiatement un pôle de sécurité. C'est un poste qui sera nécessaire parce que selon les informations, c'est à partir de Banani qu'on a un accès dans toutes les directions, à partir de Burkina, à partir même de Douanza et à partir du Grand Désert. Donc c'est à partir de Banani qu'on peut avoir cet accès à la zone touristique. Donc un poste sera créé immédiatement. Nous allons créer aussi des patrouilles. Des patrouilles qui vont suivre en tout cas les touristes, le groupe de touristes organisés. Aujourd'hui, la présidente du ministre de la sécurité dans notre commune, vraiment ça nous rassure. Et 60% de nos économies sont basées sur les touristes. L'Office malien du tourisme et de l'hôtellerie s'est engagé à construire dans un bref délai ces postes de gendarmerie tant attendus par les populations qui aura pour mission de sécuriser les touristes. Et nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur la réunion que le ministre a eue avec les tours opérateurs, les cadres administratifs, politiques et militaires à Djenné, ainsi qu'à Mopti. Ce sera toujours avec nos envoyés spéciaux. La résolution des crises du Sahel ne saurait être l'apanage des seuls gouvernants ou des seuls diplomates. C'est fort de ces constats que le Parti pour la Renaissance nationale, le PARENA, organise une concertation sur les crises du Sahel avec comme thème « Quel rôle ?» pour les élus, les partis politiques et la société civile. La rencontre qui s'étend sur 2 jours regroupe les participants venus d'Afrique, d'Europe, des États-Unis, des représentants des communautés touareg du Mali, des élus locaux et d'anciens leaders de mouvements rebelles du Niger. C'est un reportage de Omar Kouressi. La question du Sahel déborde les frontières du seul Mali. Considéré il n'y a pas longtemps comme un havre de paix, le Sahel en plus des menaces de graves famines qui pèsent sur lui est aujourd'hui la victime de l'accélération de l'histoire dans le monde arabe, la principale victime des dégâts collatéraux de la crise libyenne. Mais ce n'est pas tout. Ayons le courage de reconnaître que le Sahel est aussi malade de décisions non prises quand il fallait le prendre. Il nous faut situer correctement les enjeux de l'espace sahélo-saharien et revisiter la gamme des réponses proposées jusqu'ici comme solution à l'insécurité que le crime organisé fait planer sur nos États. Le manque de moyens, souvent de stratégie, parfois de volonté politique auxquels s'ajoutent les changements climatiques, l'insécurité alimentaire, la délinquance juvénile, forment le cercle vicieux de l'insécurité que seule une décision politique concertée peut résoudre. Le problème qui se trouve en ce moment dans le Sahel, c'est un problème international. Je pense que l'opinion internationale doit prendre son temps pour trouver avec nous les solutions appropriées à ces crises. Parce que le Mali seul ne peut pas faire face à AQMI ou aux narcotrafiquants. Les rébellions sont des phénomènes presque permanents. Et donc il faut véritablement des concertations régionales pour des solutions régionales. Parce qu'un seul pays ne peut jamais être seul à l'abri. C'est bon aussi que les autres, les politiques, la société civile, les experts, se retrouvent aussi pour explorer des solutions communes, parce qu'aucun pays ne peut régler ce problème-là seul. Le mal est certes profond, mais il n'est pas incurable. Seulement, il faut un réexamen de toutes les hypothèses. Notre compatriote Soumaïla Cissé revient au Bercail, cela après avoir passé 8 ans à la tête de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à Ouagadougou, au Burkina Faso. L'ancien président de la commission de l'UEMOA a été accueilli en grande pompe à Badalabougou, en commune 5, par les militants de l'Union pour la République et la démocratie. Une cérémonie d'accueil qui a donné lieu à une rencontre politique sur l'élection présidentielle de 2012, investi comme candidat du parti depuis le 18 septembre 2011. Soumaïla Cissé a invité ses militants à retrousser les manches pour réussir ce grand rendez-vous électoral de l'année prochaine. Bourama Traoré.
et c'est à 18h56 exactement que le désormais ex-président de la commission de l'UEMOA est arrivé à Bamako en provenance de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Soumaïla Cissé rentre ainsi définitivement au bercail après avoir passé 8 ans à la tête de l'UEMOA. Dans sa toute première déclaration, il a tenu à rendre un vibrant hommage au président de la République pour son soutien et surtout pour sa confiance. Si j'ai été président de la commission de l'UEMOA, je voudrais le remercier devant vous mes parents, devant vous mes amis, parce que c'est sa confiance qui a fait que les autres m'ont adopté. C'est grâce à sa confiance que les autres aussi m'ont soutenu et m'ont permis de travailler et d'avoir des résultats dont le Mali peut aujourd'hui être fier. Soumaïla Cissé est donc libre de tout engagement vis-à-vis de l'UEMOA. Sa priorité s'appelle désormais la bonne préparation des élections présidentielles de 2012. En 2012, Soumaïla Cissé est prêt. Il est prêt parce qu'il en a les compétences. Il est prêt parce qu'il a la notoriété pour accomplir cette mission. Il a la notoriété au niveau de notre pays, il l'a au niveau de l'Afrique et il l'a au niveau du monde. Cette notoriété internationale est suffisante, conclut le président de l'URD, pour permettre à Soumaïla Cissé de gagner la bataille électorale de l'année prochaine. Quant au candidat du parti, il a surtout invité ses interlocuteurs à œuvrer ensemble au renforcement de l'unité nationale. Notre devoir de génération, c'est de maintenir ce pays uni. Les bagarres, les insécurités, les enlèvements ne nous enlèveront jamais cette tâche dans la tête. Ce défi, nous allons le relever et nous allons le relever ensemble. Un engagement d'autant plus justifié quand on sait qu'aucune action de développement ne peut réussir dans la division. La coordination nationale des clubs Djiguiya 2007 appelle à la candidature de Ibrahim Boubacar Keïta à l'élection présidentielle de 2012. La déclaration a été faite ce matin. C'était au cours d'une conférence de débat qui portait sur le thème Ibeka Kankelintiki, c'est possible. C'est un reportage de Agali Ag Agissa. La coordination nationale des clubs Djiguiya 2007 est un collectif des associations de soutien à la candidature d'Ibrahim Boubacar Keïta à l'élection présidentielle de 2012. C'est dans cette optique qu'elle a initié une conférence de presse afin de passer en revue certaines préoccupations nationales du moment. Dans un contexte qui se caractérise par la situation internationale trouble, crise post-électorale, crise économique, crise politique et pour le cas spécifique du Mali, la crise scolaire, l'insécurité des personnes et des biens doublée par la crise alimentaire provoquée par la faible pluviométrie de l'hivernage 2011. Pour les organisateurs de cette conférence, le président du parti Rassemblement pour le Mali, RPM, est le candidat idéal pour relever ces défis, d'où un appel à sa candidature à l'élection présidentielle de 2012. Nous, Coordination nationale des clubs Djiguiya 2007, signataires du présent document, couvrant l'ensemble du territoire national, avec des cellules à l'extérieur du pays, sollicitons M. Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka, à aller à la rencontre du peuple malien par devoir, pour être notre candidat aux élections présidentielles de 2012. Un appel qui a incité certaines personnes à porter des témoignages sur la vie du futur candidat. Les débats se sont ainsi focalisés sur le parcours professionnel et politique de l'ancien Premier ministre, sans oublier d'évoquer les sentiments patriotiques qui animent celui qu'ils aiment appeler Kankeletigi. En prélude à son congrès ordinaire, le bureau politique national du Parti Convention nationale pour une Afrique solidaire, Sénas Faso Here, a organisé un point de presse et c'était pour échanger autour de la vie de la nation. Lamine Keïta. Les 17 et 18 décembre 2011 se tiendront les assises de la Convention nationale pour une Afrique solidaire Faso Here. C'est pour faire le point sur la tenue de ce congrès ordinaire et les questions liées à l'organisation de l'élection de 2012 et les responsables de ce parti ont invité les journalistes. Où nous devons faire le congrès, qui est l'instance souveraine de notre parti, où les grandes décisions doivent être prises. Il nous faut avancer là en prélude à cet événement. Aujourd'hui, par rapport aux enjeux actuels qui constituent les élections générales de 2012, qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les opportunités qui s'offrent à nous?
quelles sont les difficultés, les alternatives pour dissiper les problèmes, les proposer. Pour les responsables de ces partis, le réalisme politique impose de faire le choix de l'homme qui convient à la situation. La Convention nationale pour une Afrique solidaire, CNAS, au cours de ce point de presse, en a profité pour s'exprimer sur la situation scolaire, la santé et d'autres sujets nationaux. Les coordinations des chefs de quartier du district de Bamako ont reçu ce samedi la visite des membres de la CENI de la capitale. Ils étaient venus demander conseil et bénédiction aux notabilités pour une bonne réussite des missions assignées à la Commission électorale nationale indépendante. Les coordinateurs ont saisi l'occasion pour lancer un appel en faveur de la mobilisation pour le retrait des cartes d'électeurs en vue de rehausser le taux de participation. Brahim Akone. La CENI du district de Bamako sollicite le concours de la chefferie traditionnelle pour l'organisation d'élections apaisées. Ces chefs de quartier sont en même temps des relais pour une forte participation des populations aux échéances à venir. Qui connaît l'importance des élections à venir et que de leur demander aussi de s'impliquer auprès de leur population à ce que les cartes soient très bien retirées et que nous atteignons un taux de participation record qui n'a jamais été égalé au Mali. Les différents coordinateurs assurent la CENI de leur engagement à œuvrer à la réussite des élections. Acteurs incontournables dans la mobilisation sociale, ces coordinateurs ont déjà pris la mesure des attentes placées en eux. Nous lançons un appel à toutes les autorités, à toutes les populations, hommes et femmes jeunes, pour que chacun retire sa carte d'électeur. Mais pour que chacun, après avoir retiré sa carte d'électeur, ne se contente pas de le faire, mais que chacun prenne la route du bureau électoral, que chacun aille voter. Bamoussa Touré et tous les autres coordinateurs ont prodigué des conseils à la délégation de la CENI et formulé des bénédictions pour le Mali. L'Association pour l'épanouissement économique et social de la femme a aujourd'hui 5 ans et l'anniversaire célébré ce matin au Palais de la Culture avec le thème « Les femmes du Mali pour une participation massive aux élections générales de 2012 ». Alpha Maïga. Toutes les luttes entreprises par les femmes se font avec et pour les hommes, mais jamais contre les hommes. C'est dire que l'homme et la femme sont de nature complémentaire. Et cette mobilisation en est une illustration puisqu'elle marque la commémoration du 5e anniversaire de l'Association pour l'épanouissement économique et social de la femme. Cet anniversaire, nous le plaçons sous le signe de l'élection 2012 qui est en vue. Donc nous souhaitons la participation massive de toutes les femmes du Mali, de Kaï jusqu'à Kida, pour que vraiment nous ayons une élection apaisée, une participation de toutes les femmes aux élections de 2012. En 5 années d'existence, l'association compte plus de 10 000 membres. Occasion pour les membres du bureau d'informer l'assistance de ce qui a été fait. L'ASF a offert des plateformes multifonctionnelles aux femmes de Kita, Tienfala, Talari, Sadjola, Kologo, Sebou. Poursuivant son aide, l'ASF a offert une motopompe aux femmes de Wélé-Sebou, un moulin aux femmes de Maïna, Sadjola, Zébois, une décortiqueuse à celle de Bewan. L'ASF a distribué 500 moustiquaires, 10 tonnes de céréales. L'ASF a ouvert une infirmerie bien équipée à Kinzambourou. Madame Sissoko Awasidibé, présidente de la coordination, a saisi l'opportunité pour lancer un appel aux autorités et à l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour un accompagnement constant. Accompagnement devant se traduire en termes de promotion d'activités économiques, à savoir améliorer la santé et l'éducation de la femme. Toutes les activités initiées par l'association auront un écho favorable au niveau du département et le département s'engage à vous associer à toutes ces activités. Pour donner une autre couleur à la cérémonie, Moussako du Hasso, avec sa voix d'or, était de la fête. La région de Sikasso qui dispose désormais d'une case dédiée à la promotion de la petite enfance, dite case des tout-petits, dont du président sénégalais. Cette case reste le symbole
de l'attachement de Maître Abdoulaye Wade aux enfants de la cité verte du Kénédougou. La remise des clés de l'édifice a réuni hier autorités sénégalaises, maliennes et communales de Sikasso. Correspondance Oumar Maïga. C'est à travers l'hymne national du Sénégal et du Mali que les tout petits de la case de Sikasso ont donné le coup d'envoi des activités de la cérémonie de remise des clés de la case des tout petits. Un joyau architectural bâti sur un terrain offert à son Excellence Maître Abdoulaye Wade dans le quartier de Lafiebougou par les autorités communales de Sikasso en sa qualité d'invité d'honneur des festivités du 22 septembre 2005 à Sikasso. L'illustre hôte du Mali, amoureux de la ville de Sikasso, au point d'en faire la capitale de l'Afrique, décida de construire sur ce terrain une case des tout-petits, communément appelée chez nous jardin d'enfants. Ce qui fut fait et la construction, l'équipement et la formation des moniteurs ont été entièrement financés par Maître Wade. La réalisation de cet important joyau est le témoignage de la volonté inébranlable du président sénégalais comme son homologue malien, Amadou Toumani Touré, de faire des tout petits leurs amis de tous les jours. Comme vous le savez, le Mali et le Sénégal, c'est deux pays mais un seul peuple, n'est-ce pas? Et avec les vicissitudes de l'histoire, donc on a eu cette séparation malheureuse, mais c'est un pays, donc deux pays qui appartiennent à l'ancien empire du Mali et qui ont donc toujours jalonné ensemble. Cette case des tout petits contribuera non seulement à relever le taux de préscolarisation d'au moins 15%, mais aussi booster l'épanouissement des enfants du Kénédougou. Je voudrais lancer un appel solennel à tous et à toutes pour que cette structure soit préservée et sécurisée au bénéfice des jeunes enfants de Sikasso et de leurs familles ici présents. À l'endroit des autorités administratives régionales et municipales, je leur réitère toute ma confiance pour accompagner le fonctionnement de cette case des tout-petits. Un geste significatif du président sénégalais Maître Abdoulaye Wade, qui a été fait, on s'en souvient, citoyen d'honneur de la ville de Sikasso lors des festivités du 22 septembre 2005 à Sikasso. Après le lancement officiel de ces activités ici à Bamako, on se souvient, c'était en juin dernier, la compagnie aérienne portugaise TAP Portugal est à la conquête des voyageurs maliens. Ce jeudi, ses responsables ont rencontré la presse, les agences de voyage et la diaspora malienne de France à travers le conseil de base des Maliens de France. La rencontre a permis à TAP Portugal de faire la lumière sur les offres de la compagnie à destination de Bamako. Les avantages annoncés sont les tarifs promotionnels, la ponctualité et la livraison instantanée des bagages. Abdrahman Maïga nous en dit plus. La compagnie aérienne nationale portugaise a décidé à intensifier sa présence sur les marchés maliens du transport aérien. 6 mois après son vol inaugural à destination de Bamako, ses responsables, conduits par le directeur général de TAP Portugal de France, Ricardo Lopresti, rencontrent les agences de voyage maliennes, la presse nationale et les représentants de la diaspora malienne de France. Objectif, nouer des partenariats et informer la clientèle malienne du paquet de services et d'offres proposés par TAP Portugal à destination de Paris via Lisbonne, la capitale portugaise. Les résultats au début de ce vol sont très promoteurs. Je pense qu'ils vont s'améliorer dans le prochain temps. Et je suis très confiant que la ligne ça va perdurer. Éventuellement, on va même augmenter notre vol sur Bamako. Aujourd'hui, on a 3 vols par semaine. Et je pense que peut-être dans la prochaine année, on va avoir 4 ou 5 vols par semaine. Créé en 1945, TAP Portugal est membre de la première alliance de compagnies aériennes, Star Alliance. Voilà, un reportage de Aboubakar Maïga. Le sport, la saison 2011-2012 du football au Mali démarre dans la crise. La Supercoupe qui sert de lancement officiel ne s'est pas jouée à cause du forfait du stade malien de Bamako. Finalement, le trophée a été remis au club olympique de Bamako. Khalifa Nama Traoré nous fait le point. Les Verts du club olympique de Bamako gagnent la Supercoupe sur tapis vert. L'adversaire du jour, le stade malien de Bamako, est allé au bout de sa logique de boycotter la fête de lancement de la saison 2011-2012 du football au Mali. Sans jouer, le COB s'est présenté dans un stade de Modibo Keïta sans spectateurs, mais avec un dispositif sécuritaire impressionnant pour inscrire son nom au palmarès de cette compétition.
Pendant ce temps-là, les Blancs de Bamako jouaient en amical contre l'association sportive de Bamako ASB à Sotuba. La crise née de l'élection à la Ligue de Bamako et de l'Assemblée générale de la Fédération malienne de football est loin d'être résolue. On regrette le forfait du stade. On a tout fait, on s'est investi pour qu'il n'y a pas ce forfait. Mais le forfait aussi est réglementaire. Donc s'il a forfait, c'est qu'une équipe forfaitaire doit payer, le stade va le payer. Dans le règlement, c'est 50 000. Mais seulement, on prend toutes les dépenses liées à l'organisation du match. La raison principale qui fait qu'on ne joue pas cette Supercoupe, c'est que nous avons estimé qu'il y a eu des violations au niveau après la tenue de l'Assemblée générale de la Fédération malienne de football, le 11 et 12 novembre. Donc nous avons estimé qu'il y a eu des violations par rapport à nos textes. Nous avons estimé que nous devons introduire des recours auprès de la FIFA pour rester dans la norme et respecter le règlement. Et c'est ça que nous avons fait. Il fallait le faire nécessairement par le canal de la Fédération malienne de football. Donc nous avons écrit nos recours, nous avons déposé nos recours auprès de la Fédération malienne de football avec un accusé de réception. La fédération a refusé de transmettre ces recours-là. Apparemment, ils ont envoyé, parce que je ne peux pas certifier. Ce qui est sûr, le Stade malien de Bamako défendra bien son titre de champion. Le championnat va se jouer. Dès demain, les compétitions vont commencer. Et on souhaite que le stade revienne dans le championnat parce qu'ils ont leur place dans le championnat pour préparer la Coupe d'Afrique. Notre raison d'être, c'est de jouer les compétitions. Un club de football, c'est de jouer les compétitions. Mais nous ne sommes pas prêts à jouer à tous les prix. Nous ne sommes pas prêts à nous soumettre. Nous voulons que les règlements soient respectés. Nous sommes là, le football se joue dans un cadre formel. Si les textes sont respectés, il n'y a aucune raison. Nous sommes là pour ça, nous investissons pour jouer au football. Il n'y a aucune raison que nous refusons de jouer. Le football malien a donc des plombs dans l'aile. Il appartient désormais aux différents acteurs à tous les niveaux de tirer dans le même sens afin que leur passion ne se transforme en angoisse. Demain, le 13h dimanche, vous sera présenté par Nyanya Ailou Traoré. Inch'Allah, on se retrouve pour l'édition de la nuit à 20h. Merci, bonne nuit, excellent week-end.